Eh bien, bonjour, bienvenue. Commençons tout de suite notre point mensuel, si vous le voulez bien. Tout d'abord, au nom de toutes les équipes finalistes, Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, vous souhaitons une très bonne année 2024, une année qui sera passionnante, on en est sûr. Alors, on a un agenda très chargé aujourd'hui. On va essayer de tenir en 45 minutes. On va revenir bien sûr sur l'année 2023, c'est le moment de faire un point. On va évoquer ce que nous pensons être des perspectives passionnantes pour 2024, des risques aussi dont il faudra tenir compte pour 2024 et on reviendra après quelques exemples autour de l'intelligence artificielle, on reviendra sur les performances et les portefeuilles de nos fonds investissant en actions selon nos processus discrétionnaires. On commence tout de suite par les performances sont les performances sur l'année 2023 et sur le mois de décembre, donc arrêté à fin décembre 2023. L'année 2023 pour les marchés d'actions a été globalement bonne, même s'il faut se souvenir que cette performance a été essentiellement réalisée sur 3 mois. Le mois de janvier, le mois de novembre et le mois de décembre. Alors, dans cette année qui est globalement une année de hausse, eh bien, les fonds de Finaltis réalisent des belles performances positives. Ces performances emmenées par notre fonds investissant sur la surcroissance digitale, Finaltis Digital Leader, dont la performance dépasse 45%. Et c'est une année qui s'est bien terminée avec le mois de décembre à plus 3%. Philantis Titan, qui représente le cœur de portefeuille flexible sur les grandes valeurs résilientes de croissance rentable dans le monde, plus 15%, un peu plus de 15% sur l'année, avec un mois de décembre à plus 2%. Et Finaltis Europe Sélection, donc un fonds PEable, investissant sur les grandes valeurs européennes, plus 4% en décembre, ce qui emmène l'année à plus 21,6%. Tous les marchés d'actions, on y reviendra, à l'exception des marchés chinois, sont positifs sur l'année 2023. On voit trois indices ici, l'Eurostoxx bien positif, et puis de l'autre côté de l'Atlantique, encore plus positif, avec le Nasdaq qui marque la très grande vigueur du rebond des valeurs digitales après une année 2022 très difficile liée à la baisse des taux. Alors, le début d'année 2024 n'est pas exactement en ligne avec le mois de décembre. Pourquoi? Eh bien, on a des marchés en baisse avec des valeurs digitales qui résistent mieux, mais un Nasdaq en baisse et un Eurostoxx qui, lui, marque encore plus le pas, moins 2,4% depuis début janvier à mi-janvier. Les fonds de finalistes, dans ce contexte-là, résistent bien. On notera la surperformance de notre fonds quantitatif Finaltis Efficient Beta Euro, lui aussi PEable, article 8 SFDR, qui est à plus 60 points de base depuis le début de l'année, donc une surperformance de près de 3% sur les 2 premières semaines. Finaltis Europe Sélection, qui lui, valeur de croissance, est en ligne avec la baisse de l'indice depuis le début de l'année, après la très très belle année 2023 que ce fonds a réalisé. Finaltis Titan, moins 1,9%. Finaltis Digital Leader, qui surperforme très largement l'univers digital grâce à des rotations dans le portefeuille que nous avons opéré en décembre et des prises de profit et des réexpositions sur lesquelles Bruno et moi reviendrons plus tard dans cette présentation, plus 1,3% positif, là où les marchés sont négatifs. Et les valeurs minières aurifères, donc le fonds Finaltis Gold, qui est à presque 10% de baisse, amplifiant, ce faisant, la baisse de l'once d'or qui a atteint un niveau record le 27 décembre de mémoire et qui baisse de près de 3% depuis le début de l'année. Alors, si on ne va pas refaire tous les fonds dans leur univers, mais dans l'univers des fonds d'allocation flexible mondiaux, plus de 1600 fonds répertoriés par la base Cantalis, Finaltis Titan est en légère sous-performance sur les 4 dernières semaines et depuis le début de l'année, mais sur un an en bonne surperformance, en performance significative, encore plus significative sur 3 ans, 5 ans, 8 ans. Voilà, donc un fonds qui on a lancé le 15 juin 2015. Donc revenons tout d'abord sur l'année 2023 avant de voir 2024. 2023. Alors, on démarre, merci Denis, on démarre avec un graphique que vous avez l'habitude de voir. C'est tout simplement le S&P contre le taux 10 ans US et vous voyez que ils se tiennent par la main ou plutôt l'un a un impact inverse sur l'autre et bien sûr, c'est toujours les taux, on va dire, qui ont le plus d'impact sur toutes les autres classes d'actifs et le 19 octobre de l'année 2023, le 10 ans US a dépassé 5% pour la première fois depuis 2007 et c'est
bien sûr à ce moment-là que les marchés américains ont subi le maximum de pression. C'est clairement des niveaux où, dans le cadre de notre mandat qui est assez simple, à savoir acheter de belles entreprises à de bons prix, c'est un moment où on a pas mal réexposé nos portefeuilles. Et sur la fin de l'année, les conférences de presse de Jérôme Powell ont permis de libérer en fait les marchés de taux et de lancer un énorme rallye obligataire, certains diront même un crack à la hausse sur les obligues, qui s'est répercuté bien entendu sur les actions. Alors, en termes de performance sur les différentes classes d'actifs, on a eu beaucoup de dispersion, une déception malgré une très bonne fin d'année sur les obligations, une déception hein, globalement, puisque je vous rappelle que les obligations ont baissé autant que les actions l'année dernière. Et en fait, cette année, il fallait avoir des actions et les obligations ont plutôt freiné les portefeuilles. Donc, il y a encore un potentiel résiduel sur cette classe d'actifs probablement, mais nous, bien entendu, fidèles à notre stratégie qui consiste à faire des portefeuilles dont la colonne vertébrale sont en action résiliente, on pense qu'en 2024, il y a plus de potentiel sur la classe action que la classe obligataire. La seule classe d'actifs qui a baissé l'année dernière, ce sont les matières premières, avec bien sûr ces anticipations de récession qui ont pesé sur le prix du baril. Sur les indices, on voit la super performance du Nasdaq 100. Donc, le Nasdaq 100 est un indice bien plus concentré que le Nasdaq Composite. Et l'année dernière, ben, il fallait tout simplement être très concentré et même très concentré sur cette valeur. Ces valeurs, on en a été actionnaire une bonne partie de l'année chez Finaltis. Elles sont toujours pour l'essentiel présentes dans nos portefeuilles et elles sont toutes présentes dans Finaltis Digital Leader. Ça a été beaucoup plus difficile sur des indices en Asie où on a eu une année très mauvaise qui fait suite à une année très mauvaise et qui démarre aussi très mal. Voilà, donc on attend un plan de relance chinois qui tarde à venir. Alors, on vous a mis ici 10 années en l'occurrence ici de Nasdaq comparées. On voit que l'année 2023, c'est la meilleure année de la décennie et elle fait suite, cette année 2023, à la pire année de la décennie, moins 33% en 2022. Si on regarde sur le SP500, c'est moins clair. L'année 2023 n'est pas la meilleure année de la décennie, c'est la quatrième meilleure année. Et en revanche, l'année 2022 était également la pire année. Alors la raison, c'est que en fait, ce qui a le plus rebondi l'année dernière, eh bien, est lié à la digitalisation de l'économie, mais pas que. Si on regarde les secteurs, c'est la technologie, bien sûr, qui tire son épingle du jeu et services publics, donc utilities et énergie, qui, bien sûr, subissent la baisse du prix des hydrocarbures l'année dernière. Ce qui est au cœur de nos portefeuilles cette année sont les secteurs de la santé, des biens de consommation courante qui ont fait une performance très médiocre en 2023, vous voyez, à peine positif. Et on pense qu'il y a beaucoup de réserves de valeur dans ces deux secteurs. On reviendra sur ce point en particulier dans notre présentation. Un point sur le MSCI World. Donc là, c'est toute la capitalisation mondiale agrégée dans un seul indice. Et on se rend compte que même si on lit dans la presse que les marchés sont trop hauts, qui sont à un plus haut historique, en fait, les chiffres sont têtus et on se rend compte que la capitalisation boursière est très en deçà de son plus haut niveau atteint en janvier 2022, ou oui, c'est ça, en janvier 2022, à 70 trilliards de dollars, 70 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 65 000 milliards de dollars avec des perspectives de croissance bénéficiaire très significative sur 2024, puisqu'il faut rappeler, c'est la courbe bleu turquoise là, que vous voyez, il faut rappeler qu'après une explosion de bénéfices en 2021, on a eu 2 années, 2022 et 2023, qui étaient une digestion en fait de la sortie du Covid et que 2024 pourrait voir se matérialiser une hausse des profits, des bénéfices par action plus significative. Sur les classes d'actifs, alors sur les flux monétaires, la collecte, décollecte, selon les classes d'actifs,
Ce qui est très intéressant l'année dernière, c'est bien sûr l'accumulation de capitaux sur la classe la plus sûre à court terme, il faudrait préciser, le cash, et une classe d'actifs qui, pour nous, chez Finantis, c'est une classe risquée à long terme. Donc, on sait que les investisseurs finissent avec le temps par être rationnels et il n'y a aucune raison qu'on garde dans un monde inflationniste, on en reparlera aussi, qu'on garde tant de capitaux sur le cash. Il faut bien savoir que l'année dernière, il y a eu 1300 milliards de collectes sur les produits cash, donc SICAV monétaire, on va dire, c'est-à-dire 10 fois plus que sur le marché action, malgré la très bonne perf du marché action l'année dernière. Alors, après avoir fait ce point sur l'année 2023, on vous propose de nous projeter à présent vers 2024. On va aborder ensemble quatre points principaux, donc la baisse des taux des banques centrales, l'inversion de la courbe, le risque de récession, qui est un peu l'éléphant dans la pièce, hein, cette baisse des taux des banques centrales qui pourrait être un moteur alimentant fortement la hausse des marchés, la croissance. On fera un point sur la croissance de la région Asie-Pacifique, et particulièrement de l'Inde. Ça fait aujourd'hui 15 mois que Finaltis analyse finement ce que nous voudrions faire en Inde. C'est un marché qui a déjà bien fonctionné ces derniers temps et on a l'intention d'y investir un peu. Voilà, on a une série d'élections majeures, il ne faut pas l'oublier. La moitié de la population mondiale vote en 2024. Certaines de ces élections sont libres. Et en quatrièmement, n'oublions pas un certain nombre de risques, et notamment de risques géopolitiques qui sont liés à l'invasion de l'Ukraine, qui dure. Cette tragédie ne s'arrête pas. L'extension du conflit possible, toujours possible au Moyen-Orient, suite à la tragédie du 7 octobre dernier. Les troubles en mer Rouge, alimentés donc par les rebelles houthis qui nuisent fortement au commerce mondial. Et puis, on en parle peu, mais il y a des tensions très fortes intercoréennes, donc la péninsule coréenne, qui présente en permanence un risque de guerre, puisque, rappelons-le, aucune paix n'a jamais été signée entre les deux Corées, ce n'est qu'une armistice, donc ça peut repartir à tout moment, et c'est probablement plus chaud encore que le risque d'invasion de Taïwan par la Chine. Alors, un petit point sur la macro, vous voyez sur ce graphique la baisse des taux des banques centrales et qui généralement vient après une période d'inflation. Donc là, bien sûr, on s'attend à avoir une récession aux États-Unis après les pics d'inflation et le dernier était très significatif. Il y a toujours une récession. Sauf que on se méfie beaucoup chez Finaltis des raisonnements historico-comparatifs. Cette récession-là, c'est une récession qui a été souhaitée par les États, par les banques centrales, donc elle est de nature un peu particulière. Bien sûr, la courbe est inversée, donc c'est un peu contre nature. Si vous prêtez de l'argent au gouvernement américain à 2 ans, vous êtes mieux rémunéré que si vous lui prêtez de l'argent à 10 ans. C'est des choses qui se corrigeront dans le temps. Généralement, une inversion de la courbe est là aussi annonciatrice de récession, mais on doit vous rappeler bien sûr que ce qu'on a subi en termes de hausse de taux sur l'année dernière est absolument historique, hein. C'était du jamais vu en 40 ans. Et encore une fois, c'est le choix des banquiers centraux, finalement, d'emmener le monde vers une récession douce. On espère un soft landing en bon français, plutôt qu'un hard landing, que l'avion atterrira sur la piste sans casser le train d'atterrissage. Un signal positif, c'est que cette courbe est aujourd'hui nettement moins inversée qu'elle l'était mi-2023, puisque mi-2023, vous aviez 1% de rémunération en plus sur du 2 ans que sur du 10 ans, alors qu'aujourd'hui, on est à 10-20 centimes près. La récession n'est pas un futur, c'est un présent pour l'Allemagne. L'Allemagne était en récession l'année dernière. La France a fait un quatrième trimestre assez catastrophique. Et tout ça est assez cohérent avec le message qu'on a eu de Christine Lagarde juste après son arrivée à Davos, qui nous a quasiment promis, quasiment assuré une baisse des taux cet été en Europe. On se rend compte avec les chiffres économiques médiocres de la zone euro que, dans le fond, elle n'a pas vraiment le choix. Alors, les chiffres que vous avez sur la Chine, ici, sont en yuan.
si on les met en dollars, la Chine, le produit national brut chinois a diminué en 2023, exprimé en dollars. Les chiffres que vous avez sur l'Inde sont en roupies, mais l'Inde, elle, est en véritable croissance. Alors, un mot quand même sur la dette des États. Et la première, c'est la dette américaine. Cette courbe, elle fait mal au ventre, hein. La dette nationale américaine, et encore, on vous a fait grâce de la retraite des fonctionnaires, des régimes de sécurité sociale aux États-Unis. On serait beaucoup plus haut que 33 000 milliards. Mais un chiffre très, très impressionnant, à notre avis, c'est qu'en 2024, on va dépasser 1 trilliard de dollars pour le service de la dette. Donc, l'État fédéral américain va payer 1 trilliard de dollars pour rémunérer en fait les acheteurs de dettes américaines. On est sur des chiffres un peu inquiétants, mais les banquiers centraux ont réglé dans le passé toujours ce genre de problématique de la même manière. Ils l'ont réglé en imprimant de la monnaie. Donc, bien sûr, il est hors de question de revenir dans cette inflation complètement débridée qu'on a eue l'année dernière avec des croissances à 2 chiffres. Mais on sait très bien que l'inflation va rester là dans le système, persistante. Ça sera le seul moyen, en fait, pour les États américains, français, de financer l'avenir. Alors, ouais, À toi. ouais, Tout à fait. allons-y. Croissance de la région Asie-Pacifique, donc l'Inde notamment. Vous avez aujourd'hui la photo en bas à gauche des 5 premières économies mondiales mesurées par le PIB. C'est mesuré en dollars, donc les États-Unis sont en tête, la Chine, l'Allemagne, le Japon, et vous avez déjà l'Inde qui pointe en 5e position. Si on projette, alors ce sont des projections, on peut se tromper, bien sûr, on se souvient tous des projections très erronées qu'on avait faites dans les années 80, où on voyait le Japon continuer à croître et voire même égaler les États-Unis. Ça n'est pas arrivé pour des raisons essentiellement démographiques, il faut être très clair. Et donc là, les projections qu'on fait, c'est une économie chinoise qui prend le pas sur l'économie américaine, un pays, la Chine, qui a de gros problèmes démographiques, on le sait tous. Bon. Et puis l'Inde qui pointe dès la 3e position, le Japon qui reste le 4e, et l'Indonésie, donc le plus grand pays musulman du monde, un pays très peuplé d'Asie, qui arrive en 5e position. Donc vous avez potentiellement une photo des 5 plus grands pays économiquement au monde, dont 4 sont asiatiques en 2030. L'Inde, justement, dont on peut s'interroger sur le fait qu'il devienne le prochain centre manufacturier mondial. Aujourd'hui, c'est la Chine. Hein. La Chine, 28% de son PIB, c'est l'industrie. L'Inde, ça n'est entre guillemets en ce moment que 13%. Les populations sont officiellement à peu près équivalentes, 1,4 milliard d'habitants dans chacun des 2 pays. En fait, en Chine, c'est probablement en réalité un peu moins et en Inde, probablement un peu plus. L'âge médian est très différent. Il y a 10 ans d'écart d'âge médian. L'Inde est beaucoup plus jeune que la Chine, qui vieillit à très grande vitesse, ce qui fait dire à certains que la Chine va devenir vieille avant même d'être riche. Le salaire minimum mensuel est de 95 dollars par mois en Inde, là où il est à 361 dollars en Chine. Alors l'Inde a des problèmes. Les problèmes sont connus et le gouvernement et les États, puisque l'Inde est une union, une fédération d'États, essayent d'y remédier. Le premier, c'est la formation de cette jeunesse, l'éducation. On sait à l'âge l'équivalent au bac, eh bien, un Indien aura perdu une année entière d'éducation du fait de l'absentéisme des enseignants ou de cours qui sont annulés et non remplacés. Donc l'éducation est un grave problème en Inde. L'investissement public dans des infrastructures qui, pour tous ceux d'entre nous qui sont allés en Inde, on le sait, a vraiment besoin d'infrastructures beaucoup plus fiables, même si on peut voir ces infrastructures s'améliorer d'année en année. Et puis de l'investissement privé, on cherche à drainer, bien entendu, de l'argent vers ce pays, et notamment de l'argent étranger. Narendra Modi ne s'en cache pas. Il voudrait que la prochaine Gigafactory de Tesla, par exemple, c'est un exemple emblématique,
soit construite en Inde. Si vous regardez les dépenses du budget fédéral, il y a des budgets au niveau de chacun des États, notamment sur l'éducation, ce qui explique qu'au niveau fédéral, ce soit si faible. Eh bien, l'Inde est un pays qui se considère mal entouré, puisque vous regardez une carte, hein, ils ont entre guillemets un ennemi héréditaire qui s'appelle le Pakistan sur leur flanc ouest, un ennemi bon très pauvre mais potentiellement hostile, le Bangladesh qui coupe presque le pays en deux, et puis vous avez au nord la Chine qui n'est pas sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de l'Inde et réciproquement, puisque très régulièrement les deux armées s'affrontent, en général sur le Ladakh et en général à coups de gourdin pour éviter que ça dégénère. Mais c'est un pays qui dépense 13% de son budget à la défense. On est donc très, très, très au-dessus de ce que les normes de l'OTAN voudraient imposer à ses membres, qui est de 2,5%. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez, en l'occurrence, je mélange deux chiffres, le PIB et le budget. Enfin bon, donc l'Inde dépense énormément d'argent pour sa défense, est en train de se doter d'une défense moderne. Il y a une accélération des investissements privés, on le voit sur la courbe en bas à droite. Tout cela est de bon augure, est en position est en mesure de transformer l'Inde en un moteur de la croissance mondiale et en une usine potentielle du monde, expression qu'on utilisait jusqu'à présent pour la Chine. Alors, on va avoir une série d'élections majeures. On a déjà eu quelques élections. On a eu celle de Taïwan au week-end dernier, qui a vu donc la victoire de l'ex-vice-président, futur président, qui est parce que la Chine, le Parti communiste chinois va d'un très mauvais œil, puisque c'est un parti qui prône la spécificité de Taïwan, alors que bien entendu, les communistes chinois voient en Taïwan une part du territoire de la Chine, ce qui est historiquement faux, mais idéologiquement absolument essentiel. Donc on aura en avril-mai la plus grande démocratie du monde qui votera, l'Inde, qui élira ses 543 députés, avec à ce jour une vraisemblable victoire du BJP, donc le parti de Narendra Modi, qui devrait conduire, sauf surprise, à la réélection de Narendra Modi au poste de Premier ministre. On a là donc l'Indonésie qui est une démocratie, alors certes perfectible, mais une démocratie, et qui va là aussi connaître une élection. Et puis bien entendu, vous avez l'élection américaine donc, qui aura lieu le 4 novembre, qui a en fait d'ores et déjà un peu commencé. Le processus a commencé avec les fameux caucus de l'Iowa, donc les primaires qui vont se dérouler sur plusieurs mois, conduire à la désignation des candidats de chacun des partis qui s'affronteront donc le 4 novembre prochain. On oublie aussi une élection qui est très importante pour le monde et importante pour l'Amérique du Nord, puisque le Mexique va élire un nouveau président. Et alors, pour l'anecdote, c'est vraiment une anecdote, puisque c'est une élection qui est, entre guillemets, déjà jouée, c'est une élection truquée. Donc, la Russie va réélire triomphalement Vladimir Vladimirovitch au poste qui est le sien, et probablement tant qu'il ne mourra pas. Donc, des conflits, des tensions, on en a beaucoup. Ce sont des risques, il faut les avoir en tête. Ça ne doit pas, on ne doit pas les occulter, mais ça ne doit pas non plus nous aveugler. Ces conflits, quels sont-ils? Eh bien, le conflit en Ukraine, bien sûr, une escalade militaire toujours possible en mer Rouge, et puis une extension éventuelle du conflit au Moyen-Orient. J'évoquais également la péninsule coréenne. Mais ici, on vous a fait figurer ce qu'il se passe sur trois de ces quatre zones de tension fortes. On le voit sur un indice qui est le coût du freight, le coût du transport maritime mondial qui explose dès que vous avez une tension de cette nature. Le Baltic Dry Index, donc, on voit ici bouger fortement à la hausse lorsque la Russie envahit l'Ukraine, fortement à la hausse également dernièrement, lorsque le conflit, le Hamas attaque Israël en octobre dernier, ou lorsque les Houthis tirent des missiles sur les navires de commerce dans la mer Rouge.
Alors, les grands thèmes pour 2024, nous n'en traiterons qu'un aujourd'hui, parce que sinon on dépasserait très largement les 45 minutes à partie. On traitera d'intelligence artificielle à l'instant. Les trois autres thèmes, médecine personnalisée, énergie renouvelable et transport, révolution dans les transports, eh bien, nous en parlerons, si vous le voulez bien, les mois prochains lors de nos points mensuels. Alors, commençons par l'intelligence artificielle. Alors, on démarre l'année par l'intelligence artificielle et je peux déjà vous annoncer qu'on continuera à vous parler d'intelligence artificielle parce que il s'agit d'un thème absolument spectaculaire. On peut même parler d'une transformation de l'économie très profonde. Donc, les modèles de langage, ben, personne ne savait ce que c'était, hein, pas plus nous que n'importe qui d'autre, et est arrivé en novembre 2022 une petite application, un site web à l'origine qui s'appelait ChatGPT et par le jeu du bouche à oreille, sans aucune publicité, 100 millions d'utilisateurs sont venus utiliser ChatGPT. Et depuis, en fait, les modèles de langage sortent comme des champignons en forêt un jour de pluie, et il y en a de partout. On est vraiment sur une manière d'interagir maintenant avec nos ordinateurs, nos téléphones, qui va être complètement différente. On n'a plus besoin de faire de code, on peut faire des demandes très complexes, on a le sentiment d'être compris. C'est vrai qu'aujourd'hui, les assistants vocaux, que ce soit celui d'Android ou Siri, ne brillent pas par leur intelligence, leur capacité à anticiper, leur capacité à nous comprendre. Et tout ça va s'améliorer grandement à partir du moment où Siri va s'appuyer sur Ferret, qui est le modèle de langage d'Apple, ou Google sur Bard, qu'on peut déjà, autant d'applications qu'on peut déjà utiliser. Il y a un petit français hein, qui se glisse, c'est Mistral AI, hein, qui a fait des levées de fonds très impressionnantes. Et bien sûr, Grok, Grok c'est un nom bizarre, bah, c'est du martien, hein, c'est bien sûr le modèle de langage de Elon Musk et qui sera le moins woke selon lui et surtout celui qui aura le plus d'humour. Les utilisateurs de Twitter avec un compte premium peuvent déjà s'amuser avec Grok, qui est euh, plus sérieusement un modèle très crédible hein, dans l'univers des modèles de langage et qui sera accessible aussi pour les conducteurs de Tesla assez rapidement. Let me introduce you to L'Oréal Paris Beauty Genius. Alors, dans les modèles de langage, il y a aussi des modèles métiers. Et là, on va laisser Monsieur Hieronymus. What's up? Well, I just got here to sunny Las Vegas after an 11 hours flight. So I still feel a bit jet lagged and I'm sure it shows. Do you have any advice? Let me see. As a first step, I would recommend Rivitalift Hyaluronic Eye Serum, but I suggest that we do complete skin diagnostic. I'll need a picture of you to do that. Okay. You are too far from your smartphone. Okay. Tell us a bit more. How old are you? Sorry, beauty genius, but a true gentleman never reveals his age. Okay, fine. So, what's your skin type? Well, I think it's pretty dry, especially after a long flight. Bon, On va passer, oui. On peut peut-être Okay. couper. Bon, l'idée générale, avant d'attaquer le edge computing, c'est de vous montrer que les modèles de langage ne sont pas l'apanage des Google et des Meta de ce monde, mais c'est un sujet aussi pour L'Oréal, ce sera un sujet demain pour Nestlé. L'enjeu, c'est de vous permettre de naviguer dans la gamme de produits de ces grandes sociétés dédiées aux consommateurs. L'Oréal investit aujourd'hui 1 milliard de dollars, c'est considérable, uniquement dans la technologie. Donc, c'est maintenant plus que les dépenses faites par L'Oréal pour trouver des nouveaux principes actifs, des nouvelles crèmes, des nouveaux sérums. Autre thème
dérivant de l'IA, c'est le edge computing. C'est vrai que ces dernières années, beaucoup d'utilisateurs se plaignaient du manque de progrès dans le téléphone qu'ils avaient en main. On essaye de nous faire acheter un nouveau téléphone juste parce que l'appareil photo est un peu plus puissant ou parce qu'il y a un peu plus de stockage. L'edge computing, c'est une technologie qui va permettre aux constructeurs de nous vendre des téléphones avec vraiment de l'innovation et nous les vendre beaucoup plus cher. L'edge computing, c'est tout simple, c'est des calculs massifs d'IA qui sont faits directement au niveau du terminal. Donc, on peut dire que Tesla est déjà un dispositif de edge computing, puisque si vous passez dans un tunnel et que vous êtes coupé de Dojo, le méga ordinateur d'IA de Tesla, la voiture continue à rouler. Et on a eu une présentation incroyable de Samsung qui a présenté son nouveau S24 où vous avez un module qui vous permet d'activer la traduction instantanée, donc qui sera fait au niveau du téléphone et qui vous permettra, si vous appelez un ami au Japon, d'avoir une conversation, lui en japonais, vous en français, et de vous comprendre avec le terminal Samsung qui va traduire en temps réel la conversation. Donc, on est là aussi à la veille d'une révolution technologique massive. L'IA ne va pas se contenter d'être dans nos écrans, l'IA est en train de sortir de nos écrans, de rentrer dans le monde réel. Qui sera le grand leader de l'IA du monde réel? Ce sera probablement Tesla. Tesla fabrique déjà des robots qu'on voit tous les jours dans les rues. Ça s'appelle des voitures Tesla. C'est qualifié par les équipes de Tesla comme un robot avec des roues. Et donc, Tesla va faire demain des robots sans roues, comme Optimus, un robot humanoïde. Vous voyez l'extrême délicatesse qui permettra à Optimus demain de vous préparer des œufs au bacon au petit déjeuner, mais plus utile que ça, Optimus va très rapidement maintenant, vu les progrès qui sont faits par cette équipe et les investissements massifs de Tesla dans cette branche robotique, le Optimus va être dans les usines. Tesla fait beaucoup d'autres choses que de construire des voitures, mais ils en construisent quand même plusieurs millions par an et ils ont 50 000 personnes sur les chaînes de production et une partie de ces ouvriers qui travaillent dans des environnements bruyants, parfois dangereux, pour faire des actes répétitifs, vont petit à petit être remplacés par des robots. Et si on fait un petit calcul qui est livré, bon, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites, Morgan Stanley travaille beaucoup, mais tous les brokers travaillent beaucoup sur toutes les hypothèses qu'on peut faire dans ce domaine-là. On sait tous qu'un salarié à la chaîne, ça coûte 60 000 $ par an. Un robot travaillera 350 jours par an, travaillera 350 jours. Et pourquoi pas 365? Parce qu'on considère que pendant 15 jours, il y aura un peu de maintenance quand même. Chaque jour, il travaillera 20 heures sur 24. Les quelques heures qui manquent, c'est bien sûr les heures de charge. Et bien entendu, rentabiliser un robot qui est capable de faire les tâches d'un humain, ça sera très simple, très rapide et très spectaculaire au niveau des comptes d'une société. Donc, le modèle qui s'annonce, c'est un modèle de vente, pourquoi pas de location de robots tous les mois, et tous les industriels probablement d'ici 3, 5 ans et sûr d'ici 10 ans auront des robots humanoïdes dans leurs usines. Alors, après ces points donc, sur 2023, ces projections vers 2024, puis ce focus particulier sur l'IA, préfigure des points qu'on voudrait vous faire au cours des prochaines sessions mensuelles. Parlons des fonds et de ce qu'ils ont réalisé en décembre et de ce début d'année. En commençant tout d'abord par Finaltis Titan, qui a un début d'année comme les marchés négatif, donc fonds SFDR8 qui investit dans la croissance rentable de ces valeurs résilientes que sont les titans. Vous pouvez voir avec la ligne grise on est en phase de montée en puissance sur l'exposition, et ça, à peu près depuis la mi-2023. On a beaucoup accéléré cette montée en puissance au moment où le marché a baissé au mois d'octobre. Notre mandat n'est pas simple à mettre en œuvre, mais il est simple à exprimer. Acheter des très belles valeurs à des très bons prix, et on avait l'embarras du choix courant octobre, au moment où justement les taux américains dépassaient 5%, beaucoup de très belles valeurs à des prix très bons. En ce début d'année, plus les marchés baissent, plus on trouve des idées pour investir, toujours dans ce mandat d'aller chercher des bons prix sur des valeurs de très très grande qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on remonte progressivement et on est sur ce fonds flexible qui a parfois été exposé à 45%,
parfois même à 100%. On est aujourd'hui tout près de 80% d'exposition aux actions, le reste étant en cash. Voilà les mouvements, on ne va pas tous les détailler, donc on s'est renforcé sur nos axes principaux. Tesla, dont on vient de parler, Apple, Procter, Pernod, qui a beaucoup baissé en ce début d'année, Nestlé, qui se morfond au même cours depuis 5 ans, qui est une grosse conviction pour l'année 2024 chez Finaltis. Et on a pris nos profits après une très très belle performance de Thermo Fisher, et on a aussi pris un peu de bénéfices sur Givaudan. Alors aujourd'hui, vous avez un portefeuille qui est assez diversifié, qui résume en fait nos deux thèmes majeurs, la continuation de la performance des grands leaders de l'IA et de la technologie, donc Microsoft en très bonne place, Apple en 4e place, et puis le rattrapage du retard de certains titres sur lesquels qui n'ont pas démérité en termes de profit, mais qui sont tout simplement des sociétés qui n'ont pas de la croissance explosive et qui ont subi en termes boursiers, pas du tout en termes opérationnels, la hausse des taux aux États-Unis. Et il y en a 3 qui incarnent bien cette stratégie, c'est Procter & Gamble, Johnson & Johnson et Nestlé. On a LVMH qui a pas mal baissé sur la dernière période. Alors, bonne nouvelle quand même, aujourd'hui même, puisque Richemont est en hausse de 10%. Donc, Richemont, c'est une boîte d'origine sud-africaine qui est cotée en Suisse. C'est la marque phare de Richemont, c'est le leader mondial de la joaillerie. Cartier et Van Cleef, le grand diamantaire. Et les chiffres sont très, très bons. Le Richemont est en hausse de 10%, entraîne dans son sillage LVMH et Kering sur la séance du jour. Et ce qui est encore plus positif, c'est que les bons chiffres de Richemont viennent de la Chine. Voilà, donc on a dit beaucoup de mal de la Chine et de la morosité chinoise, mais vous voyez que l'appétit sur le luxe est toujours là, donc c'est plutôt de bon augure. Et je dirais, nos bureaux sont aux Champs-Élysées. On est assez bien placé pour voir les investissements faramineux de LVMH qui ne sont pas faits pour nous. C'est pas le midi, on va rarement, les collaborateurs de Finaltis vont rarement faire leurs courses chez Louis Vuitton, mais qui sont bien sûr dédiés aux Chinese ou aux Middle East travelers. Voilà. Et Berkshire Hathaway est toujours la première ligne du portefeuille. Alors parlons maintenant de Finaltis Digital Leader. C'est un fonds multithématique sur la digitalisation de l'économie, qui est un domaine très très vaste. Le début de l'année est très bon, surtout en relatif à des indices qui, eux, sont plutôt à la baisse. Le fonds est SFDR8. Le fonds est en hausse de 1,3% depuis le début de l'année. On a été là aussi très actif depuis mi-décembre. Alors, compte tenu de l'énorme performance l'année dernière sur le digital, notre obsession cette année, c'est de continuer, d'amplifier ce mouvement de hausse parce qu'on pense qu'il y a un potentiel très, très significatif, notamment de gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Google a commencé à réduire dans une de ses divisions le nombre de collaborateurs, tout simplement parce que une partie des knowledge workers, en bon français, peuvent être remplacés par des algos bien programmés. Donc, qui dit sécuriser, dit aller prendre des profits sur des titres non pas fragiles, mais qui ont vraiment beaucoup monté et qui sont aujourd'hui sur des valorisations un peu agressives pour aller sur des titres avec plus traditionnels, on va dire. Tesla, maintenant, fait partie des titres traditionnels de la technologie, mais encore plus traditionnels, Mastercard et SAP, sur lesquels on s'est renforcé. Voilà le portrait robot du portefeuille. Donc, vous voyez qu'on est aujourd'hui avec en tête vraiment les seigneurs de l'Internet, les seigneurs du digital, Amazon, Visa, Alphabet, Microsoft, Apple. Voilà, ces 5 premières positions. Donc, on a vu l'année dernière, on a mis dans nos toutes premières positions des titres comme Booking, comme Shopify, plus agressifs. Là, le temps est venu pour nous d'être agressivement prudent en étant sur ces très, 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 très belles sociétés en première place du portefeuille.
Alors, Finaltis Europe Sélection, hein, éligible au PEA, qui a un début d'année en ligne avec les marchés des actions en Europe, donc qui est négatif, significativement négatif. On est en train, aujourd'hui est une belle journée, donc si on flashait à ce soir, ce serait un peu moins négatif. Donc, un fonds qui sont sur les valeurs européennes de croissance rentable, sur lequel on a été également actif. Voilà, on s'est renforcé sur Ferrari, sur aussi le digital européen qui a clairement fait un parcours bien moins brillant l'année dernière que le digital américain, donc Dassault Systèmes et Spotify. Et on est sorti en revanche du paiement, qui n'est pas un secteur qu'on aime beaucoup, qui manque de visibilité. On l'a vu avec Worldline, Adyen, après 80% de rallye en fin d'année, ça nous paraissait une bonne idée de sortir ce titre. C'est un secteur qui est assez difficile à lire. Le seul, alors bien sûr, Visa, Mastercard restent nos darlings, absolument indisruptables, ces deux modèles-là. Mais aujourd'hui, dans le paiement, on va dire qu'on a voilà, ces deux grandes sociétés, Visa, Mastercard et PayPal. Et pour le reste, on a tout vendu. Alors, on a Novo Nordisk qui a très bien contribué. C'est vraiment un très gros pari du fonds. Alors, c'est vrai qu'on en a 8%, mais le bêta de Novo Nordisk n'est pas très élevé. On a aussi une position assez massive en ASML qu'on a réduit néanmoins, parce que là, en l'occurrence, le bêta est très élevé. Accenture, Essilor, LVMH, donc c'est ce qui nous a pénalisé un petit peu depuis le début de l'année. Et là, aujourd'hui, ben, il y a une très, très belle séance. Il faut dire que ce titre a des amplitudes assez impressionnantes, puisqu'on a démarré, on était fin de l'année dernière autour de 650. Ça a repayé très, très nettement jusqu'à presque 730, 740. Et puis là, on revient à 650. Mais voilà, on conserve toute notre confiance envers Bernard Arnault, qui nous semble avoir plus que jamais les qualités qu'il faut pour emmener cette boîte beaucoup plus loin. Et puis, bien sûr, des market cap un peu plus petites que vous connaissez moins forcément, Alcon. Alcon, c'est le leader mondial des lentilles de contact, et probablement vous connaissez les marques commerciales de Alcon, mais qui sont rarement vendues sous ce nom-là. Alors pour finir aujourd'hui, donc Finaltis Gold, investissant sur les minières aurifères et à titre de diversification sur d'autres minières de métaux précieux. Un début d'année très très difficile puisque l'once d'or est en repli de 3% depuis son plus haut le 27 décembre dernier. Le fonds est à moins 9,7% à hier soir. Les principales positions, donc vous avez les 10 premières positions ici. La première, c'est un portefeuille de royalties, en fait, un portefeuille de droits d'exploitation Franco-Canada, une entreprise, Franco-Nevada, pardon, une entreprise magnifique. Dans ce domaine, vous avez d'autres valeurs qui ne sont pas spécifiquement, exclusivement aurifères. À titre de diversification, on peut avoir des minières généralistes si leur activité aurifère est très importante, ce qui est le cas de Rio Tinto en 4e position. Et vous avez, par exemple, Wheaton Precious Metals qui ne fait pas que de la mine aurifère, qui peut également exploiter, qui exploite des mines argentifères, palladium et platine, à titre de diversification dans le portefeuille. Vous voyez qu'on est très marqué par le Canada. Dans le top 10, vous avez plusieurs de ces entreprises qui sont canadiennes, Cisco, Agnico Eagle, etc. Bon. Et vous avez des entreprises américaines, bien sûr, et des entreprises anglaises. C'est le cas de Endeavour Mining, par exemple, dans le top 10. Donc, des entreprises qui sont sélectionnées avant tout pour leur capacité maîtrisée financièrement et extra-financièrement à éviter les crises, car on est dans un domaine malheureusement, sans mauvais jeu de mots, accidentogène, pas seulement dans les mines, mais également prompte à avoir un certain nombre de controverses négatives, celles-ci étant des indicateurs extrêmement précieux de futurs problèmes. Donc en évitant ces problèmes et en les préemptant le plus tôt possible, nous sommes absolument convaincus qu'on devrait arriver sur le moyen long terme à surperformer cet univers des minières aurifères, qui est un univers étroit,
On parle d'une capitalisation boursière qui n'a rien à voir au total avec ce à quoi nous sommes habitués chez Finatis, les grandes valeurs mondiales. C'est un univers assez étroit au total, mais en évitant ces accidents, nous sommes convaincus que nous devrions, et c'est ce qui se produit depuis la reprise de la gestion de ce fonds le 8 novembre 2021, nous arrivons à surperformer cet univers très particulier des minières aurifères. Voilà, on en arrive à la fin de cette présentation. On a même respecté les 45 minutes, ce qui est quasi miraculeux, en tout cas en ligne avec nos bonnes résolutions de début d'année. Bruno et moi, dans toute l'équipe de Finaltis, vous remercions de votre attention, vous remercions de votre confiance. Vous qui nous confiez des mandats, on a dépassé la centaine de mandats aujourd'hui, particuliers gérés pour vos clients ou vous-même, family office ou conseillers professionnels du patrimoine. On est ravis de vous compter également parmi nos porteurs de nos 6 fonds ouverts, UCITS, que nous gérons ici chez Finaltis. Et au nom de toute l'équipe Finaltis, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères, nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année qui sera, on en est sûr, passionnante. Merci. Au plus tard, à dans un mois. À Merci. bientôt.